Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, dans ce webinaire de, présentation, du documentaire What a Fantastic Machine. Nous avons la chance aujourd'hui, de recevoir, Maximilien Van Aertrik qui est le réalisateur, de ce documentaire et donc dans le cadre de la semaine de la presse et des médias dans l'école organisée par le Clémy, dont c'est la 36e édition, nous pouvons, aujourd'hui organiser ce temps d'échange. Un temps qui est réalisé et organisé en partenariat avec Arte et Educarte, que nous remercions, bien sûr. Je vais commencer par, Maximilien, vous laisser vous présenter et puis essayer d'expliquer, un petit peu votre objectif, votre projet, narratif dans le cadre de la réalisation de ce documentaire. Merci Elsie, bonjour à tous. Je m'appelle Maximilien Van Aertrik et je suis un des deux producteurs et réalisateurs du documentaire What a Fantastic Machine que j'ai fait ensemble donc avec mon collègue Axel Danielsson. Tous les deux, on fait partie d'une société de production qui s'appelle Plateforme Production, qui est basée en Suède, à Göteborg, où moi-même j'ai vécu plus de 10 ans. Et on fonctionne un peu comme un collectif de réalisateurs. Un de nos collègues que vous connaissez peut-être s'appelle Ruben Östlund, qui lui fait des films de fiction comme Triangle of Sadness et son dernier, en français je crois, s'appelle Sans filtre ou The Square. Et ce qui nous réunit à Plateforme depuis, ça fait 20 ans qu'on existe, c'est un immense intérêt pour la caméra et les possibilités que la caméra comme outil peut nous offrir. Et ça fait 20 ans qu'on étudie l'utilisation de la caméra et puis les conséquences des images de la caméra sur le spectateur. On étudie aussi l'évolution des techniques liées à la caméra, que ce soit dans le monde du cinéma, mais aussi dans le monde des médias. Et donc, il y a 8 ans, ou 9 ans même, à présent, moi et Axel, on a démarré ce projet ambitieux qui est devenu le film donc What a Fantastic Machine, celui d'essayer de retracer 200 ans d'utilisation de la caméra sur Terre. Donc, depuis son invention en 1828 à peu près, jusqu'à aujourd'hui, un monde où il y a plus de 45 milliards de caméras sur Terre. Je pense que c'est toujours bien de montrer quelques images, donc je propose de lancer la bande-annonce du film pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. 1878. Deux hommes font un pari. Un cheval au galop soulève-t-il les 4 sabots du sol en même temps? Une nouvelle invention enregistre ce que l'œil humain ne peut pas voir. L'auteur Elizabeth Eastlake écrit sur cette machine. L'objectif de la caméra est de prouver des faits. Chaque photographie devient un chapitre authentique de l'histoire de notre monde. Pardon me. I can keep recording you. For recording you, I'm sitting in my car. Turn the camera, ma'am. Turn the camera. You with the blonde hair, turn the camera. Don't make unnecessary journeys. Don't take risks on treacherous roads. I mean, that's what entertainment's supposed to do. It's supposed to make you forget your miserable life. Fuck fake news! Fuck fake news! This is extremely dangerous. It's our democracy. Say cheese.
Voilà, donc comme vous avez pu le voir, ce film, on l'a fait principalement avec des images d'archives. Il y a très peu d'images finalement qu'on a filmées nous-mêmes. Donc il y a énormément d'images d'archives de la toute première photo jamais prise de notre monde jusqu'à voilà, notre monde aujourd'hui. Ouais. Absolument tout est photographié, tout est filmé, ou quasiment tout passe par l'image. Et quand on a fait ce film, ça j'en reparlerai plus tard aussi, on n'avait pas vraiment un public jeune comme public cible en tête. Hein. Quand on fait des films, on les fait principalement pour nous. Enfin, on les fait pour qu'ils nous intéressent, pour qu'ils nous stimulent intellectuellement. Mais il se trouve que la première mondiale donc, de ce film, c'était au festival de Sundance aux États-Unis. Et la première européenne, c'était au festival de Berlin, à la Berlinale. Et là, il a été programmé dans une section accès public jeune, donc entre 14 et 17 ans, je crois. Et on a eu une première projection avec 800 collégiens, lycéens de Berlin. Et les organisateurs du festival nous avaient dit, s'ils n'aiment pas le film, ça va être le chaos total. Bonne chance, ils vont jeter leur stylo, ils vont sortir. Et à notre plus grande surprise, eh ben, c'est pas du tout ce qui est arrivé. Ils étaient hyper concentrés. Ils ont beaucoup ri. Hein. On travaille beaucoup avec de l'humour dans le film. Ils ont beaucoup ri. Dans les moments un peu plus sérieux, on n'entendait personne. On sentait vraiment qu'il y avait que le film faisait réfléchir. Et puis ensuite, il y a eu un débat après le film. Et c'était pas vraiment un débat, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas vraiment des questions à nous poser, mais tous ces jeunes voulaient dire quelque chose. Ils voulaient euh, euh, la plupart dire waouh, on vient de voir un film un peu sur le monde dans lequel nous, jeunes, on vit et dont on parle pas assez souvent à l'école ou même avec nos familles. Et enfin, un film qui aide quelque part à essayer de formuler quelque chose sur ce monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et c'est là qu'on s'est dit, OK, il y a vraiment une chance à prendre et il faut qu'on aille dans les écoles nous-mêmes, il faut qu'on propose ce film comme outil pédagogique aux écoles, aux professeurs, aux élèves. Et ça s'inscrit naturellement aussi dans notre intérêt à nous parce qu'on a vraiment un pied comme ça dans le monde du cinéma et en même temps un pied dans le monde de l'éducation. On est très intéressé par tout ce qui touche à l'éducation à l'image, l'éducation aux médias. Alors la première question qu'on se pose, quand on regarde l'affiche tout simplement de ce documentaire, c'est le titre, What a Fantastic Machine, puisque c'est un titre, quand même, qui est un peu mystérieux aussi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi ce titre et Bien qu'est-ce qui sûr. vous a Alors, le titre, même en France, finalement, on a finalement choisi un titre anglais, mais la phrase à l'origine a été prononcée en français. Et il y a toute une scène dans le film où c'est expliqué. Mais euh, pour la petite histoire, donc, 1895, les frères Lumière inventent le cinématographe. Donc, pour la première fois, on peut non seulement euh, prendre des photos, mais on peut en prendre plusieurs par seconde et ensuite on peut les projeter et ça donne l'illusion du mouvement. Et la première projection, donc les premiers billets vendus pour une projection de film, ça se passe à Paris, donc en 1895. Et les frères Lumière, eux, quand ils présentent leur invention, ils disent cette machine n'a finalement qu'un intérêt scientifique. On ne voit pas du tout comment on pourrait utiliser cette machine d'une autre manière. Mais dans la salle, du moins c'est ce qu'on dit, il y avait un magicien, un illusionniste du nom de Georges Méliès, qui lui avait son théâtre non loin du café où la projection a eu lieu. Et lui, il voit bien sûr toute autre possibilité avec cette machine. Il se dit, mais c'est fantastique, je vais pouvoir utiliser la caméra pour filmer mes tours de magie
Je vais pouvoir même expérimenter avec la pellicule pour faire des trucages, pour manipuler quelque part le film. Et puis, je vais pouvoir les montrer non seulement dans mon théâtre, mais sur un plus grand territoire, tous les soirs dans plusieurs villes. Donc, c'est là qu'il y a un intérêt économique aussi qui entre en jeu. Et quelques années plus tard, en 1902, on propose à Méliès d'aller filmer le couronnement du roi Édouard VII à Londres. Et parce que Méliès s'était mis aussi à faire des actualités. Et donc Méliès, lui, va à Londres, va dans la cathédrale où le couronnement doit avoir lieu, mais se rend compte qu'il fait beaucoup trop sombre dans cette cathédrale. Si on filme avec la technologie de l'époque, la caméra, on ne verra absolument rien. Mais aucun problème pour Méliès, qui a l'habitude de faire les choses un peu autrement. Il se dit, je vais reconstruire tout le couronnement dans mon propre studio à Montreuil, plusieurs semaines avant le vrai couronnement. Donc, il met en scène le couronnement. Il va même aller trouver un très bel acteur pour jouer le roi, pour le flatter. Et ce film-là, donc, qui montre le faux couronnement, va être projeté le jour du vrai couronnement à Londres, dans les salles. Et ils sont un peu ambigus sur la promotion du film. Est-ce que c'est le vrai couronnement ou pas? Et là, le vrai roi, donc, quand il a vu ce film, il a dit, mais quelle machine fantastique que la caméra. Elle a même réussi à capturer des choses qui ne se sont pas vraiment passées. Et là, je trouve que dans cette formule, il y a vraiment quelque chose d'hyper intéressant, c'est qu'avec l'invention de l'appareil photo, de la caméra, vient aussi quelque part l'invention de la manipulation des faits. Quelque part, c'est à ce moment-là qu'on invente aussi ce service qu'on peut acheter de façonner une image du monde qui est en ligne avec les intérêts qu'on a. Donc, les fake news, finalement, ont été inventées déjà en 1900. Alors en effet, on voit avec cette anecdote, le film il permet vraiment de retracer toute cette histoire de l'image depuis plus de 100 ans. Mais avec cette anecdote, on voit aussi tout l'intérêt qu'on peut avoir d'exploiter ce film sur des sujets précis en éducation aux médias et à l'information, et notamment cette frontière entre vérité et manipulation avec l'image. Alors, on sait qu'elles peuvent être manipulées, qu'elles déforment la réalité et qu'elles altèrent notre vision, notre perception des événements. Alors précisément, qu'est-ce que les enseignants peuvent utiliser dans ce film pour travailler sur ce sujet-là? Eh bien, il y a, donc comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment beaucoup d'images d'archives dans ce film, hein. Et puis il y a quelque part une ligne dans le film où c'est vraiment une chronologie, c'est-à-dire qu'on commence avec la toute première image de notre monde et on finit dans le monde d'aujourd'hui. Et puis on va retracer comme ça l'invention de l'appareil photo, puis de la caméra, puis du cinéma, puis de la télévision, puis d'Internet. Mais il y a aussi dans le film, le film, la narration du film fonctionne aussi par association d'idées. Donc, par exemple, je dirais dans les premières 20 minutes du film, on a collectionné beaucoup d'images qui traitent de certains mots-clés, comme par exemple perspective, cadrage, rythme. Et donc, en fait, ce sont des images qu'on a collectionnées ces 20 dernières années, qu'on a comme ça vues sur Internet ou dans les journaux, et qui, par elles-mêmes, vraiment nous ont extrêmement intéressés parce qu'elles soulèvent beaucoup de questions. Je pense que on peut peut-être regarder la première séquence du film parce que vous allez comprendre de quoi je parle. C'est une séquence qui parle effectivement beaucoup du
je dirais, de la perspective, du cadrage et du rythme. Je vous partage. C'est un extrait qui dure à peu près 5 minutes. J'entends pas le son, moi, c'est normal? Non, c'est pas normal, donc on va relancer l'extrait avec le son. Je suis désolée. Hop, c'est reparti. Petite erreur de manipulation de ma part. Haïti, 2010. Un violent séisme dévaste l'île. Il fait des centaines de milliers de morts. Un photojournaliste prend en photo le corps d'une jeune fille morte. Un journal suédois publie cette image. À côté, une publicité pour une marque de bière, avec Mats Mikkelsen. En Suède, le cliché reçoit le prix de la meilleure photo de presse de l'année. D'après le jury, l'image résume à elle seule toute la catastrophe. Mais après coup, une autre photo est publiée. La même situation, une autre perspective. N'avoir qu'un angle de prise de vue peut déformer notre perception du réel. Si on veut préserver une illusion, certains éléments doivent rester cachés. Kom igen nu då! Upp på fötterna! Kom igen nu friends, upp på fötterna! Vad är det här? Ja, läktaren också. Vad är det för slöja läktare? Kom igen nu! Det är party nu! Det är Melodifestivalfinal! Kommer vi live här om 5. Nu ökar vi! Kom igen nu friends, nu ökar vi! Kom igen nu, upp på fötterna! Kom upp på fötterna! Och ni där hemma, ni fortsätter rösta så mycket ni bara vill medan vi blickar mot Polen. Hello Poland and Mateusz Gresinski. God kväll Sverige. Thank you for inviting Poland again and congratulations with the great show. Thank you. May we have your votes, please? Yes, of course. 8 points go to song number 6. 10 points go to song number 11. Och 12 poäng går till melodi nummer 10. Hello, good evening, and congratulations for the great show. Thank you. May we have your vote? Yes, our 8 points go to song number 3. Our 10 points go to song number 10. And our 12 points go to song number 11. Tack så mycket. Hey David. Hey. Hey Sverige. Thank you for a fantastic show. When it comes to Eurovision, you lead, the rest of us just follow. يلا يا اخي هذا مال الرابق هذا الحين كذا مالك كان اريحيه كل مكان مر طيبه خلوه عادي. السلام عليكم، كيف حالكم؟ تقبل الله منا منكم. يلا يلا خلاص 1 2 3. Yémen, 2017. Des combattants de Daesh se retrouvent pour tourner une vidéo de propagande. Ils ont apporté un scénario, des accessoires
et un oiseau de proie dressée. Ces images ont été tournées ce jour-là. Écartées au montage, elles n'étaient pas destinées à être divulguées. أمير المؤمنين وخليفة المسلمين أبي بكر البغدادي القرشي الحسيني حفظه الله نزف إليكم أزكى التحايا نزف إليكم أزكى أخي نسيتها عيد من نفس هذا المكان نزف إليكم بدون انقسام ولا هي اصلا لا زفها اصلا زفها لا لا واحد بيضحك عشان انت لورا تمام ارجع لورا شويه شوك وراك انت الشوط تلقى كمان انا عصفت نزف إليكم أزكى التحايا وأعطر التهاني نزف إليكم نزف إليكم أزكى التحايا وأعطر التهاني فقد مر العام الثالث على خلافتكم الراشدة التي جمع الله بها شمل المسلمين وفرج الله بها بأس وفرج الله بها بأس الورقة تحت ما تبانش طرحها تحت لا طرحها تحت عادي يجيبها مرة واحدة يعيد خلي إذا يجيب يواصل بعدين يعيد من جديد إذا ما في تركب من ذي الكلمات لذي الكلمات. Donc voilà, ça c'était un bon exemple du type d'image qu'il y a dans le film. Là, c'est toute une séquence un peu sur des images qui n'auraient pas dû être diffusées finalement, ou des angles de vue qu'on n'aurait pas dû voir. Et donc, nous, ce qu'on aime, c'est ce qu'on a essayé de faire dans ce film, c'est vraiment de rester sur un côté pratique, de ne pas trop aller dans la théorie, mais dans un côté très pratique de l'analyse des images. C'est-à-dire, on a une situation, la jeune fille morte après le tremblement de terre à Haïti. La même situation, si on prend un pas de côté, si on regarde d'une autre perspective de 90 degrés, ça donne une toute autre compréhension de ce qui est en train de se passer à cet endroit. Et ça, nous, ce qu'on a remarqué, c'est que c'est vraiment un super point de départ pour justement que les élèves réfléchissent d'eux-mêmes et qu'ils formulent quelque chose d'eux-mêmes. Donc, le film comme ça est rempli d'images, de références quelque part aussi qu'on peut avoir ensuite. Et puis, ce qu'on espère, c'est que toutes les images que ces élèves verront plus tard, eh ben, ils auront ces références dans le film et que voilà, ça ouvre un peu à une réflexion critique sur toutes les images qu'on va voir ensuite. Et ça, voilà, j'avais choisi cet extrait-là parce que c'est moi, dans les débats que j'ai avec les élèves après le film, ces images-là, elles reviennent très, 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 très souvent. Ce sont vraiment des images qui les marquent. Et puis, dans le film, cette séquence-là, par exemple, elle vient juste après la séquence avec les frères Lumière, Méliès, le roi qui dit « Quelle machine fantastique !» Donc là, on rentre un peu dans ces images-là avec cette réflexion-là aussi. C'est-à-dire que, voilà, avec l'État islamique, par exemple, eh bien, même l'image de l'État islamique, c'est quelque chose qu'il faut construire avec l'aide de la caméra. Ça, moi, j'en parle souvent, et c'est dans le dossier pédagogique aussi qui accompagne le film avec les élèves après, c'est que c'est extrêmement intéressant de savoir que les personnes les mieux payées dans l'État islamique, ce n'étaient pas les soldats qui allaient mourir sur le champ de bataille, c'était les gens qui travaillaient avec la production de films, de vidéos. On avait compris que c'était là que la plus grosse bataille d'influence finalement se jouait. Eh ben, c'est une très bonne transition pour parler de notre deuxième axe de travail possible hein, sur cette limite entre la communication, la propagande et comment l'image peut
peut influencer un peu les processus démocratiques, on va dire. Donc, on a vu, quand on regarde ce film en entier, on voit qu'il est possible aussi de travailler sur toutes les thématiques autour de l'économie dans sa définition la plus vaste, sur voilà, les modèles commerciaux, toute l'industrie des médias et tous les intérêts économiques, financiers qui peuvent influer à tous les choix qui sont opérés par les médias. Est-ce que vous pouvez un peu nous préciser des petites pistes de travail sur ces sujets-là en particulier? Bien sûr. Bien, dans le film, et ça c'est vraiment un point tournant, voilà, on retrace l'invention de l'appareil photo, de la caméra, et puis il y a cette question qui se pose assez rapidement. À l'époque, c'est OK, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec cette nouvelle invention? Et ça, pour moi, c'était vraiment une leçon quand j'ai fait ce film de comprendre quand l'appareil photo, quand la photographie, quand la caméra, quand tout cela a été inventé, c'est pas comme si les gens disaient enfin on va pouvoir prendre des photos. C'est ah ok cette nouvelle invention est arrivée, mais qu'est-ce qu'on peut en faire? Et dans le film, on parle aussi du fait que ben, très souvent c'est comment on va pouvoir gagner de l'argent avec qui va aussi faire évoluer l'utilisation de cet outil. Et on voit peut-être que c'est le plus marquant avec l'invention de la télévision. On a une archive qui est peut-être mon archive préférée, c'est le président d'Irlande qui, en 1961, est la première personne à inaugurer la télévision publique irlandaise, donc la première personne à passer à la télé. Et il fait tout un discours à son peuple en disant bienvenue, nous avons cette nouvelle possibilité, la télévision. Et je dois vous dire que, très honnêtement, que j'ai un peu peur de ce qui va se passer, parce que si on ne fait pas attention, si on n'a pas un perpétuel débat de qu'est-ce qu'on veut faire avec ce nouveau médium, eh ben, ça peut nous conduire à, voilà, à une évolution mauvaise de notre société. Donc, j'espère qu'on va en faire la meilleure des choses. Et puis, on regarde dans le film que, voilà, très souvent quand même, à chaque nouvelle invention, que ce soit télévision, Internet, quand on va interviewer les gens, ils sont pleins d'espoir. Ils se disent « Ah, la télévision va arriver, enfin, nous les Américains, on va pouvoir voir comment les Russes vivent, ça va nous rapprocher. » Mais finalement, après, on laisse aussi cette technologie dans les mains d'intérêts qui sont purement économiques, où la motivation est de créer un modèle économique pour aller essayer de gagner un maximum d'argent avec. Et donc, on va se retrouver avec la publicité, et la publicité qui va aussi avoir un effet sur le type de programme qu'on va présenter. Hein. On a bien sûr la citation de Patrick Lelay dans Fantastic Machine, celle du temps de cerveau disponible. Mais on a aussi trouvé des archives, et ça, je pense qu'on pourrait les montrer maintenant, des années 80, donc quand les premières chaînes privées sont arrivées, où là, on voit des PDG de chaînes privées, qu'ils soient italiens, français ou américains, qui disent quand même très clairement ce que eux espèrent faire avec leur business. La télé commerciale, c'est l'exaltation de l'audience, c'est l'exaltation de la majorité. Pour quelle raison c'est ça? Parce que la télé doit vendre l'audience les annonceurs, les publicitaires. Elle vit que de ça, en fait. Exactement, sans redevance. Et alors, veut dire vraiment qu'il doit toujours chercher le maximum d'audience. Doit être toujours vraiment être à la recherche de la majorité. Il n'y a pas d'idéologie.
il n'y a pas des politiques, il n'y a pas de discours, mais la seule vérité, c'est l'audience. Are you going to find gold in them there skies, Mr. Turner? I sure hope so. I don't want to die in debtor's prison. You've described your station as escapist. What are you escaping from? The realities of the world we live in. Do you remember a show, they probably showed it in England years ago, called the Beverly Hillbillies? Yes. Everybody's scared over here now, and everybody else is always telling us that gold's going up and the stock market's going down and the floods and earthquakes and everything, and we show the Beverly Hillbillies and let them forget about it for a minute. I mean, that's what entertainment's supposed to do. It's supposed to make you forget your miserable life. Voilà, au Est-ce moins à que l'époque, vous pouvez ouais. juste, Maximilien, nous resituer les... Alors, il y avait 87 pour Carlo Freccero et pour Ted Turner? Pour Ted Turner, c'est 1982. Ah d'accord, même Donc, époque. Carlo Freccero, c'était donc le premier PDG de la 5, cette chaîne qui, d'après ce que j'ai compris, n'a existé que quelques années. Hein. C'était un peu... c'était un essai de Silvio Berlusconi d'exporter le genre de chaîne, le genre de programme qu'il avait expérimenté en Italie, en France. Et Ted Turner, ça, on le voit dans le film plus tard, qu'on vient de voir parler, c'est lui qui ensuite a créé la chaîne d'infos en continu CNN. Et dans le film, on va aussi beaucoup parler de comment finalement information et divertissement vont se rejoindre et que le modèle économique, que ce soit une chaîne de divertissement ou derrière une chaîne d'info, aujourd'hui est le même. Et ça aussi, ça crée des discussions avec les élèves qui dans mon expérience, sont vraiment hyper intéressantes. Et on peut aussi parler, voilà, je veux dire, moi, à chaque fois que j'allume cet appareil et que je me retrouve sur une application du genre Instagram ou TikTok, je suis toujours dans une perspective de consommateur. Le but étant de me montrer des images qui vont captiver mon attention pour ensuite pouvoir me montrer une publicité. Et ça, je pense que c'est intéressant aussi de se rendre compte pour les jeunes élèves aujourd'hui, eh bien que ce modèle économique, il y a tout un contexte historique que finalement il existe depuis 1900 et qu'on l'a peaufiné et qu'avec la technologie on l'a fait évoluer pour le rendre quelque part encore plus encore plus Finalement, plus personnalisé, plus fin, plus ciblé. Personnalisé, voilà. Exactement, plus ciblé, encore plus redoutable aussi quelque part. Et c'est là qu'on en arrive aux algorithmes et donc dans le film, à l'invention d'Internet, à l'arrivée de YouTube et de toutes ces plateformes-là, Netflix et les fameux algorithmes. Donc, finalement, où voilà, c'est un programme informatique qui va vraiment aller trouver chaque petite faiblesse qu'on a quelque part. Dans le film, on va aussi parler de la perspective du cerveau. Et puis, on en arrive à l'évolution, compris les sociétés occidentales ou même partout dans le monde ces dernières 15-20 années, avec cette polarisation qui devient de plus en plus extrême. C'est d'ailleurs vraiment une des raisons pour laquelle on a fait ce film. Hein. C'était, je dirais, en 2016, avec la première élection de Donald Trump aux États-Unis, puis avec le Brexit. C'est un peu ces événements politiques qui ont fait qu'on a dit, OK, maintenant, on aimerait bien se lancer dans la production de ce film-là. Et peut-être, d'ailleurs, qu'on pourrait montrer le dernier extrait du film où là, vraiment, on est dans le cœur de cette économie de l'intention dans laquelle on vit aujourd'hui, où il faut absolument capturer l'attention des gens pour la tenir le plus longtemps possible. Et voilà, où est-ce que ça nous mène finalement? Ça fait qu'on va tous
on est tous poussés dans des directions différentes, dans des opinions différentes qui deviennent de plus en plus radicales. Et il y a de moins en moins, quelque part, d'espace où on peut se rejoindre pour échanger, comprendre d'autres perspectives. Tout à fait, je lance l'extrait. Sigh out your pain, sigh out tension, sigh out heaviness. Please stay calm. It's very important to stay calm. We will rescue all of you. Kalau kalian suka sama konten-konten yang aku bikin, please subscribe to my channel. Di video kali ini seperti yang ada di judul dan di thumbnail, aku mau might be a shit show, they might not. I will keep you guys posted. Bientôt, on comptera 45 milliards de caméras sur la planète. Plus de 500 heures d'images sont publiées chaque minute. L'humanité en consomme plus d'1 milliard par jour. Chacun de nous doit choisir parmi un nombre infini d'options qui se disputent notre attention et nous ciblent pour confirmer notre vision du monde. Endless lies and disinformation. Fuck fake news! 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 You are fake news! Fuck fake news! Fake Mike's real news! Yeah, fake Mike's real news! That's my friend shit! Now you got the real Mike. My name's Gabriel Brown, GB0083 YouTube channel. Everybody go follow him. I got 2,000 people. Go Fuck follow yeah. him. Go follow him. We're rocking and rolling. You know what? They're not going to cover the news. Then they don't need this equipment. We'll cover it for them. That's right. That's perfect. We'll do it. We got the cameras. We got the freaking voice. We're going to go out and do We're it. here live and we're giving you the unscripted truth. This is raw and real. This is reality TV. It's not staged. That's right. We are the news. Make it a point. We all need to keep broadcasting. We are the news now. It's a PR war, okay? You have to understand it's an IO war. We can't lose the IO war. We're better than that. Information operation. We can't do it. I want to go. Let's get a snap of that. Yeah, I took a picture. There's gotta be something in here we can fucking use against these scumbags. We're acting a fool, man. America's a republic. Oh no, this is good stuff. We're acting a fool. No, this is good. This is all good. This is something's talking about butterflies. Voilà, donc là, ce qu'on propose comme analyse et ce qui est très intéressant de parler avec les élèves, c'est voilà, la caméra finalement est un outil neutre qui enregistre qui est là devant elle, qui potentiellement peut nous montrer à quoi ressemble le monde, mais ne serait-ce pas le modèle économique derrière la production d'images qui finalement nous amène autre part. Oui, c'est assez frappant sur le dernier extrait. C'est vraiment celui qui prend la caméra, qui prend le pouvoir finalement, le pouvoir d'imposer sa vision des choses. Oui, et puis peut-être juste un dernier petit commentaire, c'est que comment dire, ce film, on n'a vraiment pas fait pour déplorer l'état du monde, pour dire oulala, les choses vont mal. Les choses vont mal, oui, mais justement, le film montre que là, on est en train de vivre quelque part les conséquences de choix qu'on a pris en tant que société, en tant qu'humanité, ces 150 dernières années. Et le film montre aussi que ces choix, on peut les changer. Et peut-être que cet outil-là peut nous aider aussi à faire changer les choses. Et puis, peut-être une dernière chose aussi, c'est que vraiment dans la deuxième moitié du film, il y a énormément d'images
que les jeunes élèves auront peut-être déjà vues sur Internet. Et ce sont très souvent des images qui ont été produites pour être consommées sur nos petits écrans individuels. Et on les a mis dans le film aussi pour voir, OK, mais qu'est-ce qui se passe quand on les regarde sur un plus grand écran et surtout quand on les regarde ensemble et qu'on y réagit ensemble et qu'on en discute ensemble. Et là, il se passe vraiment des discussions très, très intéressantes. Oui, c'est effectivement un des sujets qu'on va aborder juste après, c'est qu'il y a des propositions pédagogiques qui sont faites par vous pour que ce film soit diffusé sur grand écran et pour pouvoir en discuter ensemble. Et juste avant qu'on passe à ce sujet, j'avais juste un petit commentaire pour les personnes qui sont avec nous. Ça peut vous paraître un peu décousu, là, tous les extraits qu'on vous montre. Mais vraiment, on espère que ça va vous donner envie d'aller voir le film parce que, avec toute la mise en perspective historique et sur les thèmes, comme l'expliquait Maximilien, tout ça vous paraîtra sans doute beaucoup plus clair, toutes ces explications qui vous sont apportées. Elsie, je te passe le relais pour l'accompagnement. Alors, pour répondre tout de suite à une question dans le chat, est-ce que le film restera sur Arte? En tout cas, au moins jusqu'au 23 avril, disponible sur Arte et Éducarte. Et une autre question, Maximilien, est-ce qu'il sera disponible en DVD? Ça, seul vous pouvez répondre à cette question. Je crois qu'il y aura un DVD, oui. Mais je ne suis pas sûr à 100%. En tout cas, si le film n'est plus sur Arte et que vous voulez le montrer, je vous redirige vers le site internet www.fantasticmachine.fr, qui est le site du distributeur éducationnel français, où là, il y a toutes les informations sur comment on fait pour si on veut organiser une projection dans une école ou dans un cinéma. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, ce qui est intéressant donc dans ce film, que vous avez aussi donc pensé, peut-être pas tout de suite au départ, mais ensuite comme un outil d'éducation à l'image, aux images et aux médias et à l'information. C'est à la fois un outil pour faire aussi parler les élèves, en particulier puisque c'est ici ce qui nous intéresse, de leurs propres pratiques médiatiques. Et ça aussi, c'est peut-être une piste toute simple, sans aller tout de suite dans le détail du dossier pédagogique qui aborde plein d'idées d'exercices, de thématiques qu'on peut aborder avec les élèves. Mais il y a juste aussi cette idée moi, que je trouve vraiment intéressante, c'est d'avoir un objet qui permet de faire parler, de faire s'exprimer les élèves sur ce qu'ils ont peut-être déjà vu, sur ce qui les a choqués, sur ce que eux ils auraient envie d'exprimer autour de ces images. Et ça, je trouve que c'est aussi rien que ça, une dimension qui peut être intéressante avec des élèves. Et donc précisément pour revenir sur le dossier, donc il y a ce dossier pédagogique dont j'ai posté le lien donc sur le site qui est téléchargeable librement sur le site Éducarte. Donc avec l'adresse, vous pouvez regarder le film et accéder à ce dossier pédagogique ainsi qu'à d'autres propositions d'accompagnement pédagogique. Et donc dans ce dossier, vous retrouvez différentes thématiques qui sont en lien avec les programmes d'éducation aux médias et à l'information, que ce soit sur la question de la vérité, le statut de la vérité, du vrai, du faux, de la manipulation des images, ou vous en avez parlé, l'histoire du cinéma et des médias, les modèles économiques de l'industrie des médias, etc. Donc il y a tout un tas de pistes. Mais de votre côté, vous aussi, vous avez développé un certain nombre d'ateliers et de projets en établissement. Peut-être que ça peut être intéressant aussi que vous partagiez ces initiatives que vous avez eues avec des publics scolaires. Bien sûr. Alors moi, nous, ce qu'on fait, on l'a fait beaucoup en Suède. En Suède, on en est à plus de 11 000 collégiens lycéens qui ont vu le film. Et on a un atelier que moi je propose ici en France, mais qu'on peut très bien faire sans moi aussi, mais qui est axé sur un côté très pratique, encore une fois. Au tout début du film, on commence
avant la toute première photo jamais été prise, on commence avec la camera obscura, la chambre noire, donc l'origine quelque part de la photographie. Et moi, ce que je fais dans les ateliers, c'est que je ramène une chambre noire, donc c'est rien de plus compliqué qu'un barnum, une tente de 2 fois 2 mètres, avec un petit trou dans une des parois. Et quand on rentre dans cette tente, on peut être plusieurs, on peut être jusqu'à 7 ou 8 personnes, et qu'on tient une feuille blanche devant ce petit trou, et ben on voit l'image de ce qu'il y a donc devant la tente, inversée, projetée sur l'image. Ça, on peut le faire dans une salle de classe en couvrant les fenêtres, ou même on peut construire des petites caméras obscura dans une boîte à chaussures, par exemple. Il y a plein de tutoriels sur YouTube pour ça. C'est vraiment très simple à faire. Et c'est une expérience pour les élèves qui est absolument magique et qui, en elle-même, les fait réfléchir finalement, parce qu'ils prennent plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de photos et de vidéos par jour, mais ils ne sont jamais là à poser la question comment est-ce que ça fonctionne. Et il y a un certain respect finalement qui s'installe aussi pour l'image quand on rentre dans une chambre noire et qu'on voit que l'image c'est un phénomène naturel et qu'on ne comprend pas pourquoi l'image est à l'envers et voilà tout ce processus de comprendre pourquoi l'image apparaît, pourquoi elle est à l'envers. Pour moi, c'est un peu la base de l'éducation à l'image et même de l'éducation aux médias et à l'information. On se dit, OK, il y a cette fantastique possibilité, on peut sauvegarder cette image-là. Maintenant, que faire de cette possibilité? Et il y a un deuxième temps dans l'atelier que moi je propose, et ça aussi, ce sont des documents qu'on peut partager avec les professeurs qui voudraient faire ça eux-mêmes. C'est qu'on a imprimé on a fait une sélection d'une quarantaine d'images qui sont dans le film, qu'on imprime voilà, sur un format A4 ou A3, et puis une sélection de textes qui sont soit en relation avec un côté pratique de la caméra, perspective, cadrage, rythme, comme on a dit tout à l'heure, ou alors des textes qui sont plutôt philosophiques ou historiques. Et le but, l'exercice pour les élèves étant, par petits groupes, de mettre une image en relation avec un texte et de présenter leur choix au reste du groupe. Là encore, c'est un exercice pour faire réfléchir et pour faire parler les élèves entre eux. Ça, je l'ai fait une trentaine de fois et à chaque fois, ça marche très, très bien. Alors, on a une question, Maximilien, j'étais en train d'envoyer le lien pour compléter le formulaire, mais pour organiser une projection débat, du coup, comment ça se passe? Absolument, et avec grand plaisir. Et là, je vous redirige donc vers le site web fantasticmachine.fr où il y a un onglet organiser une projection débat. Et là, on peut entrer directement en contact avec le distributeur du film et ensuite avec moi. Moi, je viens très volontiers. J'adore faire ça. Je peux emmener donc la caméra obscura et faire l'atelier moi-même. Ou alors même, si ce n'est pas l'atelier, faire la projection et le débat directement après le film. Ça, c'est très important. J'ai vu que pour que vraiment ça fonctionne bien, il faut faire la projection et le débat juste après. Une fois, je suis allé dans un collège où il y avait 250 élèves qui avaient vu le film il y a 2 semaines et c'était pas très facile de les remotiver à reparler de ce qu'ils avaient vu il y a très longtemps. Enfin, pour eux, il y a très, très longtemps. Et puis voilà, après, si on peut faire la projection dans un cinéma, nous, on trouve que c'est vraiment superbe parce que voilà, d'avoir comme ça les images sur grand écran, comme je le disais tout à l'heure, des images qu'on a l'habitude de voir sur petit écran, ça fait vraiment une différence. Mais on peut aussi organiser ça dans une salle de classe. On peut transformer la salle de classe en cinéma, bien sûr. Et y compris dans les Hautes-Alpes, parce que c'était la question. Y compris dans les Hautes-Alpes, absolument. On répond précisément à la question. Oui, pardon, j'avais pas vu. Oui, absolument, oui. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, j'en avais 2. Tout à l'heure, donc j'en profite, en attendant. Tout à l'heure, vous disiez que pendant le premier extrait, les élèves ont été particulièrement touchés par l'extrait là sur Haïti. Est-ce que vous savez pourquoi
Est-ce que vous avez réussi à identifier pourquoi cet extrait-là particulièrement les interpelle Moi, je crois vraiment que c'est parce que finalement, il faut. Enfin, nous, on avait une. Quand on a fait le film, on s'est dit, on veut que ça reste vraiment dans un côté très pratique. On ne veut pas rentrer dans la théorie. On ne veut pas que ça soit un film trop académique, universitaire. Et je pense que cette photo, c'est peut-être le meilleur exemple un peu de cette simplicité quelque part. C'est-à-dire que on voit une image qu'on a l'habitude de voir dans les journaux, à la télévision, et on voit la même situation, mais prise d'un autre angle, et tout à coup, il y a beaucoup de questions qui se posent sur mais qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Et puis, on en arrive à un constat qui peut paraître évident et puis bête, mais dont il faut toujours quelque part se rappeler, c'est que une image ne peut jamais donner toute la vérité de ce qui s'est passé. Une perspective, eh bien, n'est qu'une perspective. Il en faut toujours plusieurs pour réellement avoir une vue d'ensemble d'une certaine situation. Et je pense que c'est pour ça que cette image, elle reste tellement ancrée dans la mémoire après, parce que voilà, elle montre une situation tragique et en même temps, elle montre les possibilités de la caméra et ses limites, disons. J'ai une deuxième question, donc toute bête aussi, mais comment vous avez réussi à vous procurer tous ces extraits? Je pense évidemment au rush de Daesh, mais même à la fin, là, dans le Capitole, d'où ça vient? Eh ben, je dirais que c'est notre métier. On est vraiment, on part à la chasse aux images. On le fait quasiment tous les jours. Là même dans le film dans le prochain long métrage documentaire qu'on est en train de faire, il va y avoir beaucoup d'images d'archives aussi. Mais dès qu'on voit comme ça une image passer qu'on trouve intéressante, comme par exemple les images avec les soldats de Daesh qui sont en train de tourner une vidéo de propagande. C'était une news qu'on avait vu passer sur, je ne sais plus si c'était Le Monde ou quoi, mais comme quoi il y avait une vidéo où on voyait des soldats de Daesh qui ne se rappelaient pas de leur texte, et la news était présentée un peu comme, c'était un peu une news drôle avec un extrait qui faisait peut-être 20 secondes. Le but étant, il fallait rire et puis ensuite on passait à l'actualité suivante. Mais dès qu'on a vu ça, on s'est dit, il faut absolument qu'on trouve les rushs de cette vidéo. Et donc à chaque fois, on trouve des gens, finalement, souvent des chercheurs qui travaillent avec ces thèmes-là, qui eux peuvent nous procurer les vidéos complètes. Et c'est comme ça qu'on a trouvé cette vidéo-là. Et ça, c'est quelque chose que je fais aussi, moi, quand j'interviens dans les écoles, c'est qu'il y a énormément de vidéos qu'on n'a pas pu mettre dans le film, mais qui sont un peu comme un matériel bonus que j'aime bien montrer aux élèves quand je les rencontre, notamment dans What a Fantastic Machine, on ne parle pas d'images générées par l'intelligence artificielle, parce que quand le film est sorti en janvier 2023, ça ne ressemblait pas encore vraiment à quelque chose, hein. Ça ressemblait plutôt à des cartoons un peu bizarres, mais depuis, il y a eu toute cette évolution complètement vertigineuse où aujourd'hui, même moi, parfois, j'ai du mal à savoir est-ce que ce que je regarde, c'est une vraie photo ou c'est une image générée par une IA. Et là, j'ai beaucoup de vidéos que je montre aux élèves pour parler de cette évolution-là aussi. Est-ce que la caméra, finalement, va disparaître dans ces prochaines années? Est-ce qu'on va automatiquement ne jamais plus croire à une image qu'on va voir parce qu'on va se dire que ça peut être une image générée par une IA? Pareil, ça, ce sont des questions qui sont très intéressantes. C'est très intéressant d'en parler avec les jeunes. Alors, il y a une question de Florence qui nous demande, je ne sais pas si vous avez une réponse, combien d'heures d'images vous avez visionnées pour arriver à ce choix-là d'1 heure et quelques, je ne sais plus, le film, 1h30.
Énormément, mais ce sont des images qu'on a vraiment collectionnées sur plus de 15 ans, je dirais. Donc, quand on a commencé à faire le film, on avait déjà un peu comme une archive personnelle d'images qu'on voulait absolument mettre dans le film. Et ensuite, quand on était en période de montage et qu'il nous fallait des images pour compléter celles qu'on avait, on a passé des semaines entières sur Internet. En plus, c'était pendant le Covid, donc les archives, on ne pouvait pas les visiter, mais du coup, elles étaient digitalisées, donc on pouvait avoir accès sur Internet directement. Et on a fait beaucoup de recherches sur YouTube qui, là, vraiment, il fallait se battre justement contre l'algorithme qui, au lieu de nous donner les images qu'on voulait regarder, nous envoyait autre chose. On avait le cerveau en compote après une journée entière passée à chercher certaines images. Donc, énormément. Mais c'est mon métier et je continue à visionner des images tous les jours. Oui, ce qui est intéressant et qu'on ne voit pas, c'est qu'à la fin du film, après le générique, il y a quand même tous les crédits des images qui défilent. C'est très, très long, mais c'est aussi intéressant de voir que vous accordez une grande importance à créditer toutes ces images. Bien sûr, et même à payer pour les images. Ça aussi, c'est intéressant d'en parler avec les élèves, de leur faire comprendre que chaque image que eux ils ont pris avec leur smartphone, cette image leur appartient. Et voilà, de parler d'éthique et de modèle économique, encore une fois, autour de à qui appartiennent les images. Ça, c'est pas dans le film, mais moi, j'en parle assez souvent parce qu'il y a une vraie curiosité des jeunes là-dessus. Ok, alors je ne vois pas d'autres questions à part une projection qui est en train de s'organiser vers Gap, apparemment. Donc, alors, je ne sais pas qui est derrière le nom collège-centre, mais n'hésitez pas à passer par le formulaire. C'est beaucoup plus simple pour Maximilien que de noter là, des informations. Donc, vous aurez une réponse sans problème. Émilie, voilà. Chantez Émilie. On attend de savoir la suite. Voilà, s'il n'y a plus de questions, on va vous libérer, Maximilien et tous les participants. Merci beaucoup. J'espère que, voilà, comme vous l'avez dit, Séverine, je vous invite vraiment tous à regarder le film sur Arte. Je pense que vous allez comprendre beaucoup mieux déjà, voilà, de tout ce quoi on a parlé aujourd'hui, mais aussi du potentiel que le film peut avoir en tant qu'outil pédagogique. Et voilà, moi, je peux juste dire que d'après mon expérience, c'est un film qui marche très bien, autant avec les collégiens qu'avec les lycéens. Merci beaucoup, Maximilien, pour cette présentation et ces pistes aussi de travail en éducation aux médias et à la formation avec ce documentaire donc qu'on vous conseille évidemment, What a Fantastic Machine, disponible, on le répète, sur Educarte et sur le site d'Arte en replay jusqu'au 23 avril. 24, je crois, et à vie sur Educarte. Et à vie sur Educarte. Très bien. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, au revoir.